Ma belle-mère avait toujours une urgence soudaine le jour de la Saint-Valentin, alors cette année, j'y étais préparée. Au cours des 4 dernières années, Delila avait perfectionné son timing. Chaque 14 février, une crise se matérialisait exactement 1 heure avant que Gareth et moi ne soyons censés partir dîner. La première année, sa voiture est tombée en panne. Nous avons passé notre anniversaire dans un garage. La deuxième année, un mystérieux virus gastrique qui a obligé Gareth à rester pour la nuit. J'ai mangé un plat à emporter, seule. La troisième année, elle s'était enfermée dehors et avait eu besoin de lui pour entrer par une fenêtre. L'année dernière était ma préférée. Elle a appelé en hurlant à propos d'un cambriolage, pour qu'au final, nous découvrions que le chat de sa voisine avait renversé une lampe. Cette année, j'avais tout prévu. J'ai fait notre réservation pour le déjeuner au lieu du dîner, et j'ai dit à Delila que nous sortions le week-end suivant. Le jour de la Saint-Valentin est arrivé. Nous étions en train de nous habiller quand son téléphone a sonné à 11h47. Ne réponds pas, ai-je dit. Il a regardé l'écran. C'est maman. Laisse sonner, ça ira sur la messagerie vocale. 3 autres appels. Puis le mien a commencé à sonner. Et si c'était vraiment sérieux? A demandé Gareth. Ce n'est jamais sérieux. Nous sommes arrivés au restaurant, nous avons commandé des entrées. Puis le téléphone de Gareth a vibré. Un SMS de sa sœur. Maman est à l'hôpital. Crise cardiaque. Viens tout de suite. Son visage est devenu blême. Nous avons abandonné nos plats et avons filé vers l'hôpital County General. Sa sœur, Fiona, était dans la salle d'attente, faisant défiler son téléphone, sans pleurer, sans paniquer, juste en faisant défiler. Où est-elle? A exigé Gareth. Fiona a levé les yeux, confuse. Qui? Maman. Tu as envoyé un texto disant qu'elle avait eu une crise cardiaque. Quoi? Non, pas du tout. Gareth lui a montré son téléphone. Les yeux de Fiona se sont écarquillés. Je n'ai pas envoyé ça. J'étais à un brunch toute la matinée. Une infirmière s'est approchée. Vous êtes là pour Delila? Est-ce qu'elle va bien? A demandé Gareth. Elle va bien. Elle est venue d'elle-même en se plaignant de douleurs à la poitrine. Tous les tests sont revenus normaux. Elle vous réclame depuis 1 heure. Fiona a attrapé le bras de Gareth. Montre-moi ton téléphone. Elle a ouvert ses propres messages. Je ne t'ai pas envoyé de SMS. Mon dernier message date d'il y a 3 jours. Alors comment? Maman a accès à mon iCloud, a dit lentement Fiona. Depuis que j'ai eu des problèmes de téléphone l'année dernière. Delila avait envoyé le texto depuis le compte de Fiona. Créer une fausse urgence. C'était fait admettre. Nous l'avons trouvée dans la chambre 237, assise dans son lit, arborant son expression la plus pitoyable. Oh, Dieu merci, vous êtes là, a-t-elle dit. J'ai eu si peur. Maman, l'ai-je interrompu. Son visage a changé. Le calcul a remplacé l'inquiétude. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as envoyé ce texto depuis l'iCloud de Fiona. Les yeux de Delila se sont plissés. Tu es paranoïaque. Gareth regardait sa mère comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Toutes ces années, a-t-il dit doucement. Chaque Saint-Valentin. Rien de tout cela n'était réel. Le masque est tombé. Et alors? A lancé Delila. Tu l'as choisie elle plutôt que ta propre mère. Quelqu'un doit te rappeler où devraient être tes priorités. Tu as simulé une crise cardiaque. Et tu aurais ignoré une vraie crise cardiaque, ai-je ajouté. C'est à ce moment-là que 3 personnes sont entrées dans la pièce. Un homme en costume, une femme avec une mallette, un administrateur de l'hôpital. Madame Delila Morrison, je suis l'inspecteur Walsh. Nous devons discuter de l'utilisation frauduleuse des services d'urgence et de l'accès non autorisé à un compte. Le visage de Delila est devenu blanc. La femme a ouvert sa mallette. Je représente Fiona, qui porte plainte pour usurpation d'identité.
Gareth m'a regardé. J'ai regardé Fiona, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle a haussé les épaules. Je les ai appelés pendant que vous étiez en route. J'ai vérifié mon activité iCloud. Elle lit mes messages depuis 8 mois. 8 mois? A murmuré Gareth. Comment crois-tu qu'elle sache ce que Trevor et moi prévoyons d'autre? L'inspecteur a sorti des menottes. Delilah a hurlé pendant qu'on l'emmenait. Une infirmière s'est approchée avec un presse-papier. J'ai besoin que quelqu'un signe les papiers de sortie. Elle est transférée à la prison du comté. Le téléphone de Gareth a vibré. Il a regardé l'écran et est devenu livide. Quoi? Ai-je demandé. Il l'a tourné vers moi. Un texto de son père, qui était en Europe, venait d'arriver. Trevor a appelé. Que se passe-t-il avec Delilah et Fiona? Pourquoi ai-je 47 appels manqués? Je ne pouvais pas faire tenir la suite dans cette courte vidéo. Regardez le reste ci-dessous. Nous étions dans le couloir de l'hôpital. Gareth fixait son téléphone comme s'il allait exploser. Ton père est à Barcelone depuis 3 semaines, ai-je dit lentement. Comment est-il au courant? Fiona s'est approchée, les bras croisés. Trevor l'a appelé quand j'ai dit que je portais plainte. Il a pensé que Roger devait savoir avant d'atterrir et de trouver sa femme en prison. C'est de la folie, a murmuré Gareth. Toute cette journée est une folie. Son téléphone a sonné. Le nom de Roger s'est affiché à l'écran. Réponds, ai-je dit. Gareth a mis le haut-parleur. Papa, qu'est-ce qui se passe, bon sang? La voix de Roger était rauque, en colère. Trevor vient de me dire que Delilah a été arrêtée, pourquoi? Usurpation d'identité. Ce n'est pas possible. Elle a piraté l'iCloud de Fiona, a dit Gareth. Elle a envoyé un faux texto depuis le téléphone de Fiona disant qu'elle avait une crise cardiaque. Puis elle s'est enregistrée à l'hôpital. Pour ruiner votre dîner de la Saint-Valentin, ai-je ajouté. Pour ruiner tous nos dîners de la Saint-Valentin. C'est la 5e année. Plus de silence. Puis, je dois appeler mon avocat. Ton avocat? A coupé Fiona. Papa, elle a commis de vrais crimes. Plusieurs crimes. C'est quand même ta mère. Elle lit mes messages privés depuis 8 mois. La voix de Fiona s'est brisée. Tout ce dont Trevor et moi avons discuté. Nos projets, nos problèmes, nos disputes. Elle savait tout et l'a utilisé contre nous. J'ai entendu Roger expirer. Je monte dans un taxi. Ne les laissez pas la déplacer avant que j'arrive. Il a raccroché. Gareth m'a regardé. Il va essayer d'arranger ça. Bien sûr qu'il va le faire, a dit Fiona amèrement. Il le fait toujours. Nous avons fini à la cafétéria de l'hôpital, aucun de nous n'avait faim, mais nous avions besoin d'un endroit où nous asseoir. Un endroit qui n'était pas la chambre 237, où Delilah avait joué sa scène de mort tragique. J'aurais dû savoir, a dit Fiona, en remuant son café froid. Le mois dernier, Trevor et moi avons eu une énorme dispute sur le fait de lui dire ou non que nous déménagions à Portland. Le lendemain, elle appelle en pleurant, disant que personne ne lui dit plus rien. Qu'elle est en train de perdre toute sa famille. Elle savait que vous déménagiez? Ai-je demandé. Nous n'avions prévenu personne, pas même Gareth. Elle a regardé son frère. Trevor voulait attendre que son offre d'emploi soit officielle. Il ne voulait pas porter la poisse. Gareth s'est frotté le visage. Quoi d'autre savait-elle? Tout. Fiona a sorti son téléphone, faisant défiler son journal d'activité iCloud. Regarde ça. Elle a accédé à mes messages 247 fois en 8 mois. Mes photos, mes notes. Elle a même lu mon journal de thérapie. Je me suis penchée. Les horodatages étaient accablants. Plusieurs accès par jour. Certains à 2 heures du matin, d'autres à 6 heures. Elle était obsédée, ai-je dit. Elle était contrôlante, a corrigé Fiona. Il y a une différence. Le téléphone de Gareth a vibré. Un texto de Roger.
Dans 20 minutes. On devrait remonter, ai-je dit. Je ne remonte pas là-haut, a dit Fiona. J'ai fait ma déposition à l'inspecteur Walsh. J'ai signé les papiers. J'ai fini. Fait, non. Elle s'est levée. Je ne vais pas regarder papa la faire sortir sous caution. Je ne vais pas écouter ses excuses. Elle a violé ma vie privée pendant des mois. Elle a simulé une urgence médicale. Elle s'est fait passer pour moi. Elle, sa voix s'est brisée. Elle a détruit la confiance qu'il me restait. Trevor est apparu au coin du couloir, grand, silencieux, avec des yeux bienveillants. Il a passé son bras autour de Fiona. Viens, rentrons à la maison. Ils sont partis. Gareth et moi sommes restés assis là, entourés par l'odeur de légumes trop cuits et d'antiseptiques. Je devrais monter, a-t-il finalement dit. Tu veux que je vienne? Il a hésité. Non, je dois faire ça seul. Je l'ai regardé se diriger vers les ascenseurs, les épaules voûtées. Le même homme qui était si excité à l'idée d'entrer raffiné il y a 6 heures, avant que sa mère ne fasse à nouveau imploser notre Saint-Valentin. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait ce que je faisais toujours quand les choses devenaient bizarres. J'ai appelé ma meilleure amie, Ramona. Salut, comment se passe le déjeuner romantique? A-t-elle répondu. On est à l'hôpital County General. Delilah s'est fait arrêter. Quoi? J'ai tout expliqué. Le faux texto, la violation d'Iclou, les 8 mois de surveillance. Ramona a écouté sans interrompre, une des choses que j'adorais chez elle. Alors, elle est vraiment inculpée? A-t-elle demandé quand j'ai eu fini. L'inspecteur Walsh avait l'air plutôt sérieux. Et Fiona porte plainte pour usurpation d'identité. Bien. Elle devrait. Roger est en route depuis l'aéroport pour arranger les choses. Bien sûr qu'il l'est, a soupiré Ramona. Comment Gareth le prend? On dirait que quelqu'un a écrasé le chien de son enfance. Sa mère est une narcissique qui sabote son mariage depuis des années. Il devrait être soulagé. Il devrait, ai-je convenu. Mais ça reste sa mère. Ouais. Une pause. Et toi, ça va? Je suis assise dans une cafétéria d'hôpital le jour de la Saint-Valentin pendant que ma belle-mère se fait embarquer. J'ai connu de meilleures fêtes. Tu veux que je vienne? Je peux être là dans 30 minutes. Non, mais merci. Je te rappellerai plus tard. Nous avons raccroché. J'ai acheté un autre café que je ne voulais pas et j'ai essayé de ne pas penser à nos entrées abandonnées. Gareth est revenu 40 minutes plus tard, le visage pâle, les yeux rouges. Il est là, a-t-il dit. Roger. Il est avec son avocat maintenant. Déjà? Il l'a appelé du taxi. Un type qui s'occupe de la criminalité en col blanc. Il s'est assis lourdement. Maman pleure, elle dit qu'elle a eu peur, qu'elle a des crises de panique à l'idée de nous perdre. Vous perdre au profit de quoi? De mariages heureux? Il a presque souri. Presque. L'avocat dit que si elle paie un dédommagement et fait des travaux d'intérêt général, il pourrait réduire l'accusation à un délit mineur. Et les accusations de Fiona? Roger va lui parler. Essayez de la convaincre de les retirer. Ce n'est pas juste. Je sais. Il m'a regardé. Je sais que ce n'est pas juste, mais il est terrifié à l'idée qu'elle aille en prison. Elle devrait être terrifiée. Elle a commis des crimes. Plusieurs crimes, a-t-il corrigé. L'inspecteur Walsh a été très clair sur le pluriel. Nous sommes restés assis là. La cafétéria se vidait. L'équipe du soir commençait. Les visiteurs partaient. La sonnerie d'un téléphone jouait une mauvaise musique. Je dois dire quelque chose, a dit doucement Gareth. J'ai attendu. Je suis désolée, pour tout. Chaque Saint-Valentin, chaque fois que je lui trouvais des excuses. Chaque fois que je te demandais de simplement laisser tomber. Il a pris ma main. Tu as essayé de me le dire, et je n'ai pas écouté. Tu voulais croire que ta mère t'aimait. Elle m'aime. C'est ce qui rend tout ça si tordu.
Elle m'aime tellement qu'elle ne supporte pas l'idée que j'aime quelqu'un d'autre. J'ai serré sa main. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Roger veut qu'on attende ici. Il s'occupe de la caution. Je veux dire, à long terme. Qu'est-ce que tu veux faire de ta relation avec elle? Il est resté silencieux un long moment. Avant, je pensais que les limites étaient méchantes. Comme si, quand on aimait vraiment quelqu'un, on devait l'accepter, avec tous ses défauts, tous ses problèmes. Et maintenant je pense que les limites sont la seule chose qui empêche l'amour de devenir un poison. Roger nous a trouvés à 21h47. Toujours dans ses vêtements de voyage, manteau cher, bagages de créateur, ayant l'air en tout point de l'homme d'affaires qui pouvait résoudre n'importe quel problème avec assez d'argent. Elle va être libérée, a-t-il dit sans préambule. La caution est payée. L'avocat pense qu'il peut trouver un arrangement. Et Fiona? Ai-je demandé. Je m'en occupe. Elle a le droit de porter plainte. Je le sais. La mâchoire de Roger s'est crispée. Mais cette famille n'a pas besoin d'être déchirée pour un malentendu. Un malentendu? Gareth s'est levée. Papa, elle a piraté le téléphone de Fiona pendant 8 mois. Ce n'est pas un malentendu. C'est un crime. Votre mère n'est pas bien. Elle a du mal depuis que vous vous êtes mariés. Il m'a regardé, pas gentiment. Ça a été dur pour elle. Dur pour elle? J'ai senti ma colère monter. Je suis désolée que notre mariage ait été un tel fardeau. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? A coupé Gareth. Parce qu'on dirait que tu nous reproches ces choix. Roger s'est frotté les yeux, le décalage horaire et l'épuisement le rattrapant. J'essaie de garder cette famille unie. Une chose qui ne semble pas vous intéresser. Nous sommes intéressés par des relations saines, ai-je dit. C'est différent. Les relations saines exigent le pardon. Le pardon exige d'abord la prise de responsabilité. Nous nous sommes regardés fixement. Roger a cédé le premier. Elle veut vous voir, tous les deux. Non, a dit Gareth. C'est ta mère. Qui a simulé une crise cardiaque pour me manipuler. Elle a fait une erreur. Elle fait une erreur chaque année, la voix de Gareth a résonné. Les gens se sont retournés pour regarder. Chaque année, elle nous sabote. Et chaque année, tu l'excuses. Je n'excuse rien. J'essaie de gérer une crise. En l'étouffant sous le tapis, comme toujours. Le visage de Roger est devenu rouge. Fais attention à ton ton. Sinon quoi? Tu vas pirater mon iCloud, toi aussi? Les mots sont restés en suspens, laids et tranchants. Roger a reculé. Je vais faire comme si tu n'avais pas dit ça. Ne le fais pas. Je le pensais. Gareth a attrapé son manteau. Nous partons. Dis à maman qu'on parlera quand elle sera prête à admettre ce qu'elle a fait. Vraiment l'admettre. Pas ce « j'ai fait une erreur ». Et dis à Fiona qu'on la soutient, quoi qu'elle décide. Nous sommes sortis, sans nous retourner, nous sommes montés dans la voiture et sommes restés là, dans le parking souterrain. Je viens de rembarrer mon père, a dit Gareth. Oui. Je ne crois pas l'avoir jamais fait avant. Qu'est-ce que ça fait? Il y a réfléchi. Effrayant, mais aussi juste. J'ai démarré la voiture. Rentrons à la maison. C'est encore la Saint-Valentin. À peine. On pourrait prendre à emporter. C'est italien sur Maple. Il est encore ouvert à 7 heures? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Nous avons roulé. Pas de musique, juste le bruit de la circulation et Gareth qui soupirait de temps en temps. Quand nous sommes arrivés chez Jep, les lumières étaient allumées. Un miracle. À l'intérieur, le propriétaire nous a reconnus. Ah, le jeune couple. Où étiez-vous passé? Je vous ai gardé la bonne table du coin. Nous avons eu un contretemps, ai-je dit. Un contretemps le jour de la Saint-Valentin. Ce n'est pas bon, ça. Il a fait claquer sa langue. Venez, venez.
Je vais vous préparer quelque chose de spécial. Pour réparer cette terrible journée. Et d'une manière ou d'une autre, il l'a fait. Il nous a apporté du vin, de la bruschetta et des pâtes fraîches à la crème. Il n'a pas posé de questions, il a juste continué à apporter de la nourriture et à garder l'ambiance légère. Tu sais ce qui est drôle ? A dit Gareth, en enroulant ses linguines. C'est le premier dîner de la Saint-Valentin que nous terminons vraiment en 5 ans. Techniquement, c'est la nuit de la Saint-Valentin. C'est presque pareil. Il a levé son verre. Aux limites. Aux limites, ai-je répété. Nous avons trinqué, mangé des pâtes, prétendu que nous ne pensions pas tous les deux à Delilah en prison, à Roger furieux contre nous, et aux 8 mois de vie privée violée de Fiona. Vers minuit, le téléphone de Gareth a vibré. Un texto de Fiona. Merci. Trevor dit salut. Je vous aime. Il m'a montré. Elle ne dit jamais « je t'aime » dans les textos. La journée a été rude. Ouais. Il a rangé son téléphone. Tu penses que j'ai pas du dessert ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Il en avait. Tiramisu. 2 cuillères. Nous l'avons mangé lentement. Faisant durer la nuit. Rendant le moment agréable. Parce que demain viendrait, et avec lui les conséquences, les décisions, les conversations difficiles. Mais ce soir, nous avions du tiramisu. Et cela semblait suffisant. Le lendemain matin a commencé avec 17 appels manqués. Le téléphone de Gareth, le mien, tous deux allumés comme des arbres de Noël. Roger, principalement. Quelques-uns du numéro de Delilah, un d'un numéro que nous ne reconnaissions pas. On devrait écouter ? Ai-je demandé, café à la main. Probablement. Le numéro inconnu était celui de l'inspecteur Walsh. Monsieur Morrison, ici l'inspecteur Walsh du County Général. J'ai besoin que vous m'appeliez concernant le cas de votre mère. De nouvelles informations ont été révélées. De nouvelles informations ? Cela semblait de mauvais augure. Gareth a rappelé en haut-parleur. Walsh a répondu dès la première sonnerie. Monsieur Morrison, merci d'avoir rappelé. Que se passe-t-il ? Nous avons examiné les relevés téléphoniques de votre sœur. La violation d'Iclou était étendue, mais ce n'est pas tout ce que nous avons trouvé. Quoi d'autre ? Votre mère accédait également à des comptes financiers via les mots de passe enregistrés de votre sœur. Plus précisément, un compte d'épargne joint que votre sœur partage avec son partenaire. Mon estomac s'est noué. Quoi ? Le visage de Gareth est devenu blanc. Des comptes financiers ? 23 000 $ retirés sur 6 mois. De petites sommes. 5 cents par-ci, 8 cents par-là. Toujours juste en dessous du seuil qui déclencherait les alertes à la fraude. Oh mon Dieu. Votre sœur a déposé une plainte ce matin. Nous ajoutons la fraude électronique et le vol qualifié aux accusations. Gareth s'est assis lourdement. Mon père le sait ? Il était présent lorsque votre sœur a déposé la plainte. Et, Walsh a hésité. Il a tenté d'offrir une restitution immédiate. Votre sœur a refusé. Bien. Il y a encore une chose. Nous avons trouvé des preuves que votre mère prévoyait d'accéder également à vos comptes. Des captures d'écran sur son ordinateur montrant la page de connexion de votre banque avec les options de réinitialisation de mots de passe. Je me sentais mal. Elle essayait de pirater nos comptes aussi. Il semblerait. Nous aimerions que vous veniez tous les deux faire des dépositions. Nous avons conduit jusqu'au poste de police en silence. Que peut-on dire ? Votre belle-mère n'était pas seulement contrôlante. Elle était une criminelle qui volait activement ses propres enfants. Fiona était déjà là avec Trevor, avec un avocat différent. Pas le type corporate de Roger. Quelqu'un spécialisé dans les crimes financiers familiaux. Salut, a-t-elle dit en nous voyant. Fée, je suis tellement désolée, a dit Gareth. Ce n'est pas ta faute. J'aurais dû te croire. Toutes ces fois où tu disais que quelque chose n'allait pas. Tu as cru ta mère. La plupart des gens l'auraient fait.
Elle avait l'air fatiguée, les yeux rouges. Roger n'arrête pas d'appeler depuis ce matin, offrant de l'argent, me suppliant de laisser tomber. Tu vas le faire? Non. Sa voix était ferme, dure. Trevor et moi économisions pour une maison. Nous avions près de 30 000 $. Elle en a pris un tiers, et elle allait continuer à prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. On te remboursera, a dit Gareth. Tout ce qu'elle a pris. Ce n'est pas la question. L'avocate de Fiona lui a touché le bras. Elle a pris une profonde inspiration. La question, c'est qu'elle a choisi de nous voler, de voler sa propre fille, et j'ai fini de la protéger des conséquences. L'inspecteur Walsh est sorti. Mademoiselle Morrison, Monsieur Morrison, nous sommes prêts pour vous. Nous avons passé les 3 heures suivantes à faire des dépositions. Oui, Delilah avait accès à des fonds d'urgence que nous avions partagés par le passé. Non, nous n'avions rien remarqué de suspect. Oui, nous allions changer tous nos mots de passe immédiatement. Oui, nous comprenions que c'était une affaire criminelle maintenant. Quand nous sommes finalement partis, il était plus de 14 heures. Aucun de nous n'avait mangé. Trevor a suggéré de déjeuner, mais personne n'avait faim. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Mise en accusation demain, a dit l'avocate de Fiona. Étant donné le montant volé et la préméditation, elle fera probablement face à des accusations importantes. De la prison. La voix de Gareth s'est brisée. Possiblement, bien que les primo-délinquants avec des moyens obtiennent souvent des accords de plaidoyer. L'expression de l'avocate s'est adoucie. Je sais que c'est difficile, mais votre sœur a fait ce qu'il fallait. Nous avons marché jusqu'à nos voitures. Le vent de février nous glaçait à travers nos manteaux. Roger va perdre la tête, a dit Gareth. Roger a permis que cela arrive, a répondu Fiona. Pendant des années. Chaque fois qu'elle faisait quelque chose d'inapproprié, il arrangeait les choses, payait les gens, trouvait des excuses. Elle a regardé son frère. J'aime papa, mais il a créé cette situation autant qu'elle. Qu'est-ce que vous allez faire? Trevor et moi déménageons à Portland comme prévu. Peut-être plus tôt maintenant. Nous avons besoin de distance. Fée, ce n'est pas à propos de toi, a-t-elle dit gentiment. Tu n'es pas elle. Tu n'as pas fait ça. Mais je ne peux pas continuer à vivre dans la même ville qu'eux. Toujours à attendre la prochaine violation de limite, la prochaine manipulation. Je comprends. Elle l'a serré dans ses bras, longuement et fort. Appelle-moi plus tard. Ouais. Trevor et Fiona sont partis en voiture. Gareth et moi sommes restés là, sur le parking. Jep encore? Ai-je suggéré. Jep encore, a-t-il acquiescé. Roger s'est présenté chez nous ce soir-là. Sans appeler, sans envoyer de SMS, il a juste sonné à la porte à 20h37. Gareth a ouvert. Papa. Nous devons parler. Entre. Roger avait l'air plus vieux qu'hier. Les rides plus profondes, les yeux hantés. Il s'est assis sur notre canapé comme s'il n'en avait jamais vu. Fiona ne répond pas à mes appels, a-t-il dit. Peux-tu la blâmer? J'essaie d'arranger ça. Tu ne peux pas arranger ça, ai-je dit. Ni avec de l'argent, ni avec des avocats, ni avec rien. C'est ma femme, votre mère. Je ne peux pas simplement, il s'est arrêté. A recommencer. Les accusations financières. C'est sérieux. C'est la prison. Elle a volé sa propre fille, a dit Gareth. À quoi t'attendais-tu? Je m'attendais à ce que la famille reste soudée. Nous sommes soudés, avec Fiona. Le visage de Roger est devenu rouge. Tu choisis ta sœur plutôt que ta mère. Je choisis la personne qui a été victimisée plutôt que la personne qui a commis des crimes. Oui. Elle n'est pas bien. Elle a besoin d'aide, pas de punition. Elle a besoin de conséquences, ai-je dit. Il y a une différence. Facile à dire pour toi, ce n'est pas ta mère. Les mots sont restés en suspens. Amère, destinée à blesser. Non, ai-je convenu.
Ce n'est pas ma mère. Ma mère respecte les limites, respecte la vie privée, respecte le fait que je suis une adulte qui fait ses propres choix. Roger s'est levé. Je suis venu ici en espérant que nous pourrions régler ça en famille. Nous ne sommes pas une famille, a dit doucement Gareth. Pas comme tu le voudrais. Nous sommes un ensemble de personnes avec le même ADN qui ont fait semblant que le dysfonctionnement était normal. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Maman manipule. Tu permets. Fiona et moi nous sommes adaptés en étant hyper responsables et en essayant de maintenir la paix. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas une famille. Alors quoi? Vous en avez fini? Juste comme ça? Nous en avons fini de faire semblant, a dit Gareth. Il y a une différence. Roger a attrapé son manteau, s'est dirigé vers la porte, s'est arrêté. Elle demande à vous voir. Tous les deux. Elle veut s'expliquer. J'en suis sûre. Penserez-vous au moins? Gareth m'a regardé. J'ai haussé les épaules. C'était son choix. Peut-être, a-t-il finalement dit. Après la mise en accusation. Après avoir vu si elle prend ses responsabilités. De vraies responsabilités, pas la performance dans laquelle elle est si douée. Roger est parti. Nous avons écouté sa voiture démarrer. L'avons écouté s'éloigner. Jep? A demandé Gareth. On ne peut pas continuer à manger chez Jep tous les soirs. Pourquoi pas? C'est notre tradition maintenant. La tradition de la catastrophe de la Saint-Valentin. J'ai ri. Je ne pouvais pas m'en empêcher. D'accord. Jep. Je prends la carbonara cette fois. Vivre dangereusement. Nous avons roulé dans les rues sombres. Notre petite ville, calme à 7 heures. Jep était presque vide. Creux du milieu de semaine. Le propriétaire nous a vus arriver et a souri. Ah, le jeune couple revient. 2 soirs de suite. C'est l'amour, ça. Si seulement il savait. La mise en accusation était prévue pour jeudi. Gareth a pris sa journée. J'ai prétexté être malade. Nous avons retrouvé Fiona et Trevor au palais de justice à 9 heures. Roger était déjà là avec l'avocat de Delilah. Avec Delilah. Elle avait l'air petite, fragile, les cheveux parfaits, le maquillage impeccable, jouant à la perfection le rôle de la victime tragique. Quand elle nous a vus, son visage s'est illuminé. Gareth. Oh, mon chéri. Dieu merci, tu es là. Elle s'est avancée vers lui. Il a reculé. Ne fais pas ça, a-t-il dit. Son sourire a vacillé. Chéri, je sais que tu es contrarié, mais, je ne suis pas contrarié. J'en ai fini. Fini? Elle a regardé Roger, l'avocat. Puis de nouveau Gareth. Que veux-tu dire par fini? Je veux dire que je ne joue plus à ce jeu. Un jeu? Ce n'est pas un jeu. Je suis ta mère. Tu es une femme qui a volé 23 000 $ à ma sœur, qui a piraté son téléphone, qui nous manipule depuis des années. Sa voix est restée égale, calme, plus dévastatrice qu'un cri. Et j'en ai fini. Les yeux de Delilah se sont remplis de larmes. Vrai ou joué? Impossible à dire maintenant. Comment peux-tu dire ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Que as-tu fait à part saboter chaque relation que j'ai essayé de construire? Je t'ai protégé. De quoi? Du bonheur? L'avocat a touché le bras de Delilah. Madame Morrison, peut-être devrions-nous entrer. Non. Elle s'est tournée vers Fiona. Toi. Tout ça, c'est de ta faute, à monter ton frère contre moi. Tu as toujours été jalouse. Ne fais pas ça. Trevor s'est interposé entre elles. Grand, solide, protecteur. Ne lui parle pas. Delilah a semblé choquée, comme si les serviteurs n'étaient pas censés parler. Excusez-moi. Vous m'avez entendu. Ne parlez pas à Fiona. Ne la regardez pas. Ne la contactez plus jamais.
Vous ne pouvez pas me dire, absolument que si. La voix de Trevor est restée douce, polie même, mais il y avait de l'acier en dessous. Vous avez violé sa vie privée. Volé son argent. Et maintenant, vous jouez la victime. C'est dégoûtant. Roger s'est avancé. Attendez une minute. Non, la voix de Fiona a percé. Trevor a raison. J'en ai fini, mère. Complètement fini. Après aujourd'hui, nous déménageons. Tu n'auras pas notre adresse. Tu n'auras pas nos numéros. Tu n'auras rien. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi faire. L'huissier a ouvert les portes de la salle d'audience. L'État contre Morrison. Toutes les parties à l'intérieur. Nous sommes entrés, avons pris place de part et d'autre. Delilah avec Roger et son avocat. Nous avec Fiona et Trevor. La division n'aurait pas pu être plus claire. La juge était une femme d'une 60aine d'années. Cheveux argentés, yeux perçants. Elle a examiné les accusations avec une expression qui disait qu'elle avait déjà vu ça. Un drame familial de banlieue se jouant dans sa salle d'audience. Madame Morrison, vous êtes accusée d'usurpation d'identité, d'accès non autorisé à des systèmes informatiques, de fraude électronique et de vol qualifié. Comment plaidez-vous? L'avocat de Delilah s'est levé. Non coupable, votre honneur. Notez. La caution est fixée à 50 000 $. La date du procès sera déterminée. Mademoiselle Morrison. Elle a regardé Fiona. Je comprends que vous êtes la principale victime ici. Oui, votre honneur. Une demande d'ordonnance restrictive a été déposée. Oui. Accordée. Madame Delilah Morrison ne doit avoir aucun contact avec Fiona Morrison ou Trevor Hughes. Pas d'appel, pas de texto, pas de mail, pas de contact par un tiers. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. C'est clair? Delilah a eu un hoquet. Vous ne pouvez pas, le marteau est tombé. Je viens de le faire. Affaire suivante. À l'extérieur du palais de justice, Roger a tenté une dernière fois. C'est de la folie, a-t-il dit. C'est votre mère, votre famille. Être de la famille ne lui donne pas le droit de commettre des crimes, a dit Fiona. C'était une erreur. C'était un vol. Un vol prémédité sur 6 mois. Le bras de Trevor était autour de Fiona. Protecteur. Arrête de minimiser. Je ne minimise pas, Roger s'est arrêté. A regarder ses 2 enfants. Très bien. Vous voulez l'abandonner? Allez-y. Mais ne venez pas pleurer quand vous réaliserez ce que vous avez fait. Nous ne le ferons pas, a dit Garrett. Roger s'est éloigné. Delilah s'est dépêchée de le suivre. Nous les avons regardés partir. 2 personnes qui préféraient protéger le dysfonctionnement plutôt que de l'affronter. Jep. Ai-je suggéré? Jep, tout le monde était d'accord. Autour de carbonara et de vin, nous avons planifié le déménagement de Fiona et Trevor. Nos nouveaux mots de passe, nos nouvelles limites, notre nouvelle vie sans la manipulation de Delilah. Quand partez-vous? Ai-je demandé. Dans 2 semaines, a dit Trevor. J'ai déjà donné mon préavis au travail. Fiona a un poste à distance qui l'attend. Si vite? Nous planifions ça depuis des mois, a admis Fiona. L'offre d'emploi à Portland est arrivée en décembre. Nous attendions juste le bon moment. Roger le sait? Il le sait maintenant. Maman l'a découvert dans mes textos. Elle a commencé la campagne de culpabilisation immédiatement. À quel point? Grave. Elle pleurait d'être abandonnée. Menaçait de me couper les vivres. Prétendait que j'étais ingrate. Fiona a fait tourner son vin. Avant, je me sentais coupable. Maintenant, je me sens juste soulagée. À Portland, Garrett a levé son verre. À Portland, avons-nous répété. Jep est apparu avec le dessert, tiramisu et cannoli. Pour les jeunes couples, les 2 jeunes couples. C'est bon, ça. C'est la famille.
Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Le procès était prévu pour août. 6 mois plus tard. L'avocat de Delilah poussait pour un accord de plaidoyer. Travaux d'intérêt général, restitution, probation, pas de prison. Fiona a refusé chaque offre. Elle doit faire face à de vraies conséquences, a-t-elle dit à son avocate. Pas des conséquences pour les riches. Les médias s'en sont emparés. Les nouvelles locales, puis régionales. Une mère riche accusée d'avoir piraté les comptes de sa fille. L'histoire avait tout pour plaire. Argent, drame familial, la Saint-Valentin comme catalyseur. Roger a essayé d'étouffer la couverture médiatique, sans succès. L'avocat de Delilah lui a conseillé de garder le silence. Elle a donné une interview à la place, pleurant, expliquant comment ses enfants l'avaient abandonnée, comment elle voulait seulement rester proche d'eux. L'intervieweur a posé une question sur l'argent volé. C'est un malentendu, a dit Delilah, les larmes coulant. J'avais accès pour aider en cas d'urgence. Je n'ai jamais pensé, l'interview a été interrompue lorsque son avocat est apparu et l'a sorti du studio. Garrett a regardé ça au travail. M'a appelé en riant. Elle vient d'aggraver les choses. Comment? Maintenant, il y a une preuve vidéo d'elle affirmant qu'elle avait un accès autorisé. L'avocate de Fiona est ravie. Ta mère est sa propre pire ennemie. Elle l'a toujours été. Fiona et Trevor ont déménagé début mars. Nous les avons aidés à faire leur carton, à charger le camion Hull, nous leur avons dit au revoir dans notre allée. Promets que tu viendras nous voir, a dit Fiona en me serrant fort dans ses bras. Promis. Et garde un œil sur Garrett. Il fait le dur, mais je sais, elle s'est reculée, a regardé son frère. Ça va? Ça va aller. La thérapie a commencé la semaine dernière. Bien. Elle lui a embrassé la joue. Appelle-moi. De vrais appels, pas juste des textos. Je le ferai. Trevor a démarré le camion. Ils nous ont fait signe, sont partis. Nous sommes restés là jusqu'à ce que le Hull disparaisse au coin de la rue. C'est bizarre? Ai-je demandé. Ouais. Garrett a passé son bras autour de moi. Mais aussi, plus léger. Plus léger, c'est bien. Jep. On doit trouver d'autres restaurants. Mais Jep nous connaît maintenant. D'accord. Jep. Le printemps est arrivé. La préparation du procès a continué. Garrett et moi avons fait des dépositions. Expliquer le schéma de comportement, les sabotages de la Saint-Valentin, le besoin croissant de contrôle. L'avocat de Delilah a essayé de nous dépeindre comme vindicatifs, comme des enfants qui s'étaient retournés contre leur mère dévouée. Ça n'a pas marché. Trop de preuves, trop de violations, trop d'années de documentation. Roger a cessé d'appeler, de texter. Nous avions franchi une ligne invisible et il n'y avait pas de retour en arrière. Garrett en a fait le deuil. Je n'ai pas insisté. Je lui ai juste laissé de l'espace. Lui ai apporté du thé. L'ai laissé parler quand il en avait besoin. Suis restée silencieuse quand il n'en avait pas. Le père que je pensais avoir me manque, a-t-il dit un soir. Je sais. Pas le vrai. Celui que je voulais qu'il soit. C'est de ça que tu fais le deuil. Du fantasme. Ouais. Il a essuyé ses yeux. Jep. Il est 2 heures du matin. D'accord. Demain. Jep, demain. Le procès a commencé le 14 août. Une chaleur inhabituelle. Le palais de justice était bondé. Les drames familiaux attiraient toujours les foules. Fiona a pris l'avion depuis Portland. Elle avait perdu du poids. Avait l'air fatiguée mais déterminée. Prête? Ai-je demandé. Non, mais je le fais quand même. L'avocat de Delilah a opté pour une stratégie de sympathie. Pauvre mère. Abandonnée par des enfants ingrats. Problème de santé mentale. Voulait juste se sentir proche de sa famille. A fait des erreurs, mais qui n'en a pas fait? L'avocate de Fiona s'est appuyée sur les faits.
relevés bancaires, journaux d'accès iCloud, messages textes envoyés depuis un compte compromis, chronologie d'un comportement escaladant, témoignages d'experts sur le trouble de la personnalité narcissique et l'abus financier. Garrett a témoigné. A expliqué le schéma de la Saint-Valentin, les 5 ans d'urgence fabriqués, comment il a fallu cette révélation pour réaliser que la manipulation n'était pas de l'amour. J'ai témoigné. J'ai décrit les conséquences, le bilan émotionnel, la thérapie, la reconstruction. Trevor a témoigné. A parlé de l'argent volé, des rêves d'accession à la propriété retardée, de la violation de confiance. Fiona a témoigné en dernier. Calme, mesurée, dévastatrice. Elle n'a pas pleuré, n'a pas crié, a juste énoncé des faits, des dates, des montants, des captures d'écran. Sa voix n'a jamais vacillé. Quand elle a eu fini, la salle d'audience était silencieuse. La délibération a duré 4 heures. Nous avons attendu dans une salle de conférence, bu du café rassis, n'avons pas beaucoup parlé. Qu'y avait-il à dire? L'huissier est venu. Le jury est de retour. Nous sommes rentrés, avons repris nos places, avons regardé Delilah et Roger et l'avocat, avons regardé le jury, essayé de lire les visages, avons abandonné. Le jury a-t-il rendu un verdict? Oui, votre honneur. Sur l'accusation d'usurpation d'identité, comment le déclarez-vous? Coupable. Sur l'accusation d'accès non autorisé à un ordinateur. Coupable. Sur l'accusation de fraude électronique. Coupable. Sur l'accusation de vol qualifié. Coupable. Delilah a émis un son, entre un hoquet et un sanglot. Roger a attrapé sa main. Les épaules de l'avocat se sont affaissées. La sentence sera prononcée le 15 septembre. L'audience est levée. Nous étions dehors, dans la chaleur d'où. Fiona tremblait. Trevor la tenait. Garrett me tenait. Nous nous tenions les uns les autres. On l'a fait, a murmuré Fiona. Tu l'as fait, a corrigé Garrett. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Roger est passé à côté de nous sans un mot. Delilah aussi. Sa composition parfaite s'est finalement fissurée. Le mascara coulait, le visage marbré, le masque complètement tombé. Une partie de moi avait pitié d'elle. Une petite partie, celle qui se souvenait qu'elle était humaine, qu'elle m'avait fait des gâteaux d'anniversaire et acheté des cadeaux de Noël et nous avait probablement aimés à sa manière brisée. Mais surtout, je ressentais du soulagement. C'était fini. Enfin fini. Le jour de la sentence, il faisait plus frais. Un matin de septembre où l'automne s'installait. La juge était la même femme. Cheveux argentés, yeux perçants. Madame Morrison, vous avez été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Avant que je ne prononce la sentence, avez-vous quelque chose à dire? Delilah s'est levée. Pour une fois, Roger n'était pas à ses côtés. Il était resté à la maison. Selon Fiona, ils s'étaient séparés. Elle ne connaissait pas les détails. Ne voulait pas les connaître. Oui, votre honneur. La voix de Delilah était ferme. Pas de larmes maintenant. Pas de performance. Je veux dire que je suis désolée. Pas parce que j'ai été prise. Pas pour réduire ma peine, mais parce que j'ai blessé mes enfants, tous les deux, pendant des années. Elle a regardé Fiona, puis Garrett. Je me disais que je vous protégeais, que je vous gardais près de moi, que je m'assurais que personne ne profite de vous. Mais en réalité, c'est moi qui profitais de votre confiance, de votre amour, de votre patience. Elle a pris une profonde inspiration. Mon thérapeute, ordonné par le tribunal, m'a aidé à voir le schéma, le narcissisme, le contrôle, l'incapacité de vous voir comme des personnes distinctes avec vos propres vies. Elle a regardé la juge. Je n'attends pas le pardon. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que vous m'entendiez le dire à voix haute, avec des témoins. J'avais tort. Complètement tort, et je suis désolée. La salle d'audience était silencieuse. Ce n'était pas la Delilah que nous connaissions. Pas de manipulation, pas de dérobade, juste une prise de responsabilité. Finalement.
La juge a hoché la tête. Merci, Madame Morrison. Ce tribunal vous condamne à 2 ans dans un établissement à sécurité minimale, suivi de 3 ans de probation supervisée. Vous paierez également une restitution complète aux victimes plus 10% d'intérêt. Vous continuerez la thérapie tout au long de votre peine et de votre période de probation. Toute violation de la probation entraînera une peine maximale. Comprenez-vous? Oui, votre honneur. Huissier, placez Madame Morrison en détention. Nous l'avons regardée se faire emmener. Pas de menottes cette fois. Juste un huissier, une porte et une vie fondamentalement changée. Dehors, Fiona pleurait. Pas des larmes de tristesse, l'autre sorte. Des larmes de soulagement. C'est vraiment fini, a-t-elle dit. C'est vraiment fini, a confirmé Trevor. 2 ans, a dit Garrett. Elle sortira dans 18 mois avec bonne conduite. Probablement. Fiona a essuyé ses yeux. Mais je n'aurai pas à la voir. L'ordonnance restrictive reste en vigueur pendant la probation. Et papa? Il a texté ce matin. Il dit qu'il comprend pourquoi nous avons fait ce que nous avons fait. Qu'il travaillera sur le respect des limites. Tu le crois? Elle y a réfléchi. Peut-être. Les gens peuvent changer. Regarde maman. Ses excuses semblaient sincères. Semblait, ai-je insisté. Ouais. Semblait. Elle nous a regardés tous les deux. Trevor et moi attendons un bébé. Silence. Quoi? Garrett a retrouvé sa voix le premier. 12 semaines. On voulait attendre la fin du procès pour le dire à qui que ce soit. Fait. Il l'a attrapée, l'a serrée dans ses bras, l'a soulevée légèrement. C'est génial. Pose-moi. Je suis juste en gestation. Il l'a posée. Roger le sait? Pas encore. On lui dit la semaine prochaine. S'il veut faire partie de la vie du bébé, il doit s'engager à suivre une thérapie. Une vraie thérapie, pas juste une séance pour cocher une case. Bonne limite. J'apprends des meilleurs. Elle a souri. Tu vas être oncle. Je vais être oncle, a répété Garrett, testant les mots, les trouvant bons. Nous sommes rentrés à la maison, avons digéré, ressenti toutes les émotions. Au moment où nous sommes arrivés dans notre allée, il était plus de 16 heures. Jep? A demandé Garrett. Tu sais quoi? Je pensais à ce restaurant thaï sur Sterling. Pour changer. Sacrilège. C'est toujours Jep après les événements importants de la vie. Jep est fermé le lundi. Oh. Il a vérifié son téléphone. C'est vrai. Alors, thaï. Le thaï, ça me va. Nous avons commandé du pad thaï et du curry vert. Manger sur le canapé. Regarder une télévision stupide. N'avons pas parlé du procès, de Delilah ou de tout ça. Juste exister ensemble dans notre maison, dans notre mariage, dans notre vie que nous nous étions tant battus pour protéger. Vers 23 heures, le téléphone de Garrett a vibré. Un texto de Roger. Ta mère m'a demandé de te dire qu'elle pensait ce qu'elle a dit. Les excuses. Elle sait qu'elle a du travail à faire. J'espère qu'un jour vous pourrez parler. Sans pression. Je voulais juste que tu le saches. Garrett m'a montré. Qu'est-ce que tu vas dire? Ai-je demandé. Rien. Pas encore. Il a posé son téléphone. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 5, peut-être jamais. Mais pas aujourd'hui. D'accord. Nous sommes allés nous coucher. Avons dormi mieux que nous ne l'avions fait depuis des mois. Pas d'attente. Juste la paix. La vie a continué. Garrett a été promu au travail. J'ai commencé à prendre des cours du soir. Nous avons parlé d'acheter peut-être une maison. D'essayer peut-être d'avoir des enfants dans quelques années. De rendre peut-être visite à Fiona et Trevor à Portland. Delilah envoyait des lettres de prison. Garrett les lisait parfois. Les mettait dans une boîte. N'était pas prêt à répondre.
Ne le serait peut-être jamais. C'était bien aussi. Roger a commencé une thérapie. Envoyait des nouvelles chaque mois. Ne poussait pas à la réconciliation. Continuait simplement à travailler. Continuait à essayer. C'était déjà quelque chose. La Saint-Valentin est revenue. 6e année. Qu'est-ce que tu veux faire? Ai-je demandé en janvier. Un dîner. Un vrai dîner. Sans drame. Tu es sûr? Certain. Jep à cette arrière-salle. Je l'ai réservé. Très chic. On a mérité du chic. Le 14 février est arrivé. Pas d'appel, pas d'urgence, pas de fausse crise cardiaque. Nous nous sommes habillés, sommes allés chez Jep. Le propriétaire nous a accueillis comme des rois. Ah, le jeune couple. Votre soirée spéciale. Venez, venez. Il nous a conduits à l'arrière-salle. Bougies, fleurs, musique douce, tout y était. C'est magnifique, ai-je dit. Tu mérites ce qui est magnifique, a dit Gareth. Après tout ça, tu mérites ce qui est magnifique. Nous avons mangé, bu du vin, parlé de choses sans importance. De tout ce qui était important. De notre vie, de notre avenir, de nos limites qui rendaient l'amour possible au lieu d'être un poison. Le téléphone de Gareth est resté silencieux, face vers le haut sur la table. Pas d'appel, pas de texto, pas de crise fabriquée. On l'a fait, a-t-il dit vers 22 heures. On l'a vraiment fait. Fait quoi? On a passé la Saint-Valentin ensemble. Heureux. Sans drame. Y a-t-il jamais eu un doute? Chaque année pendant 5 ans, oui. J'ai levé mon verre. À la 6e année, et la 7e, et la 50e. À nous, a-t-il corrigé, et à la famille que nous choisissons de construire. À nous, ai-je répété. Nous avons trinqué, le son clair, brillant et plein de promesses. Dehors, le vent de février hurlait. À l'intérieur, nous étions au chaud, en sécurité, libres. Le tiramisu de Jep, pour le jeune couple qui revient toujours, qui trouve toujours son chemin. Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison, sur le fait de revenir, de trouver notre chemin, de construire quelque chose de réel sur les ruines de quelque chose de brisé. Nous avons mangé le dessert lentement. Faisant durer la nuit. Parce que c'était pour ça que nous nous étions battus. Pas la perfection, pas une existence sans drame, juste le droit de construire notre propre vie, selon nos propres termes, avec nos limites, avec notre amour. Le téléphone de Gareth a vibré une fois. Un texto de Fiona. Joyeuse Saint-Valentin. Le bébé a donné son premier coup de pied. On dirait qu'il voulait dire salut à oncle Gareth. Il m'a montré. Nous avons tous les deux eu les larmes aux yeux. Réponds-lui, ai-je dit. Il l'a fait. Salut à bébé Morrison Hugh. Oncle Gareth a hâte de te rencontrer. 3 points sont apparus, puis, Tati aussi, et je vais te faire du babysitting. Marché conclu, a-t-il tapé. Il a rangé son téléphone. A pris ma main. Prête à rentrer? Prête. Nous avons payé Jep. Sommes sortis dans la nuit froide de février. Sommes montés dans la voiture. Avons démarré le moteur. Sommes restés assis là 1 minute. Tu sais ce qui est fou? A dit Gareth. Quoi? Il y a 5 ans, je pensais que la loyauté signifiait tout accepter. Ne jamais dire non. Ne jamais fixer de limite. Juste endurer. Et maintenant je sais que la loyauté signifie protéger ce qui compte, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. J'ai serré sa main. Il nous a fallu du temps pour apprendre. Mieux vaut tard que jamais. Nous sommes rentrés chez nous par des rues que nous avions empruntées 100 fois. Passé des points de repère, des souvenirs, 5 ans d'urgence fabriquée et de Saint-Valentin volé. Passé tout ça, et vers quelque chose de nouveau, de meilleur, de nôtre. Quand nous sommes arrivés dans notre allée, toutes les lumières étaient éteintes. Pas d'urgence, pas de drame, juste la maison.
C'est agréable, a dit Gareth. Ennuyeux, mais agréable. L'ennui est sous-estimé. L'ennui est parfait. Nous sommes entrés, nous sommes changés, nous nous sommes brossés les dents, nous sommes allés au lit. Son téléphone est resté sur la table de chevet, silencieux, sombre, béni de silence. Je t'aime, a-t-il dit. Je t'aime aussi. Même sans le drame. Surtout sans le drame. Il a ri, m'a serré contre lui. Nous nous sommes endormis comme ça, enlacés. En sécurité, sains et saufs, libres. 18 mois plus tard, Delilah a été libérée. Gareth et moi avions déménagé entre-temps. Nouvelle maison, nouveau quartier, nouveau départ. Elle n'avait pas notre adresse. Roger, si. Il a appelé d'abord. Puis-je lui donner votre numéro? Elle le demande. Pas encore, a dit Gareth. Elle est différente. Vraiment différente. Bien. Laisse-la le prouver pendant un moment d'abord. 6 autres mois ont passé. Fiona a eu son bébé, une fille qu'elle a nommée Aurora. Gareth a pris l'avion pour Portland, a rencontré sa nièce, est revenu rayonnant. Fiona a l'air heureuse, a-t-il dit. Vraiment heureuse. Trevor est un père né. A-t-elle demandé des nouvelles de Delilah? Non. Je pense qu'elle a laissé tomber. La colère, la peine, tout ça. Et toi? Il y a réfléchi. J'y arrive. 6 autres mois. 2 ans depuis la sentence. Delilah a envoyé une lettre. Pas par l'intermédiaire de Roger cette fois. Par l'intermédiaire de son thérapeute, avec les canaux appropriés et la permission. Je comprends que vous n'êtes pas prêt à parler. C'est d'accord. Je voulais que vous sachiez que je travaille sur moi-même, sur la compréhension de ce que j'ai fait, sur la construction d'une vie qui ne tourne pas autour du contrôle de la vôtre. Mon thérapeute dit que la guérison n'est pas linéaire. Certains jours, je suis furieuse contre moi-même. D'autres jours, je suis juste triste. Mais je travaille. Et quand vous serez prêt, si vous l'êtes un jour, je serai là. Sans insister. Juste là. Maman. Gareth l'a lu 3 fois. L'a mise dans la boîte avec les autres. N'a pas répondu. Pas encore. Tu penses que tu lui parleras un jour? Ai-je demandé. Peut-être. Probablement. Un jour. Il m'a regardé. Mais pas parce que je dois le faire. Parce que je choisis de le faire. C'est une bonne raison. La seule raison. 3 ans après la sentence, un mardi ordinaire d'octobre, Gareth a appelé sa mère. Il ne m'a pas dit qu'il allait le faire. Il a juste pris le téléphone pendant sa pause déjeuner et a composé le numéro. La conversation a duré 7 minutes. Quand il est rentré ce soir-là, il était silencieux, en pleine digestion. Comment ça s'est passé? Ai-je finalement demandé. Bizarre. Bien. Bizarre. Elle n'a pas insisté, n'a pas culpabilisé, a juste demandé comment j'allais. M'a parlé de son travail dans une librairie, de sa thérapie continue. N'a pas mentionné Roger ou Fiona, sauf si je les évoquais. Ce que tu n'as pas fait. Ce que je n'ai pas fait. Comment te sens-tu? Incertain, mais bien. Comme si c'était peut-être ça, le progrès. Lent, prudent, avec des limites. Tu vas rappeler? Peut-être dans quelques mois. On verra. Et c'était tout. Pas de grandes retrouvailles. Pas de scène de pardon en larmes. Juste un petit pas vers quelque chose qui pourrait un jour ressembler à une relation, ou pas. Et dans tous les cas, c'était d'accord. 5e année après la sentence. Fiona et Trevor ont eu un 2e bébé, un garçon cette fois, nommé River. Gareth était là pour la naissance. A tenu son neveu, a pleuré, m'a appelé à 3 heures du matin, incapable de contenir sa joie. Il est parfait. Absolument parfait. Envoie des photos. Je les envoie maintenant. Roger était là aussi. À l'hôpital, gardant ses distances,
respectant l'espace, faisant des bruits de grand-père sans outrepasser ses droits. Le progrès. L'en mais réel. Delilah n'était pas invitée. N'a pas demandé à l'être. A envoyé une carte et une obligation d'épargne par l'intermédiaire de Roger. Pour River, avec amour, grand-mère. Fiona l'a regardée longtemps, puis l'a mise dans un tiroir. Peut-être qu'un jour je lui parlerai d'elle. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. D'accord. La Saint-Valentin est venue et repartie. 10e année. Nous étions chez Jep. Comme toujours. Le propriétaire était plus âgé maintenant, cheveux gris, mouvement plus lent, mais le même sourire. Ah, le jeune couple. Plus si jeune maintenant. Merci, Jep, ai-je dit sèchement. Mais toujours amoureux. C'est bien, ça. C'est ce qui compte. Nous nous sommes assis dans notre coin habituel, avons commandé notre plat habituel. Le téléphone de Garrett était posé face vers le haut, silencieux, comme toujours maintenant. 10 ans, a-t-il dit. Dit Saint-Valentin. Si bonne, ce qui est mieux que 4 terribles. Il a levé son verre. À Jep, aux limites et aux soirées ennuyeuses. Aux soirées ennuyeuses, ai-je répété. Nous avons mangé. Parlé. Sommes rentrés à la maison. Pas de drame, pas d'urgence, pas de catastrophe de dernière minute. Juste nous, ensemble, construisant la vie que nous avions choisie, la vie pour laquelle nous nous étions battus, la vie que nous méritions. Et que tout cela suffisait. Épilogue. 5 ans plus tard. Garrett et moi chargions la voiture pour Portland. Visite annuelle pour voir Fiona, Trevor et les enfants. Aurora avait maintenant 7 ans. River en avait 5. Tous deux parfaits, tous deux sauvages. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Allô? Salut, c'est Delilah, votre belle-mère. Ancienne belle-mère. Je ne sais pas trop quoi, Delilah. Salut. Une pause. J'ai eu ton numéro par Roger. Je sais que je ne suis pas censée appeler sans permission, mais je voulais, elle s'est éclaircie la gorge. Demandez quelque chose, et je respecterai la réponse que vous donnerez. D'accord. L'anniversaire d'Aurora est le mois prochain. Fiona m'a envoyé une invitation par Roger, elle a dit que je pouvais venir si je voulais, si je pouvais le gérer. Sa voix était différente, plus vieille, plus douce. Je voulais vous demander si vous seriez à l'aise avec ça. Toi et Garrett. Je ne viendrai pas si ça rend les choses difficiles. J'ai regardé Garrett charger les valises. Laisse-moi te rappeler. Donne-moi 1 heure. Bien sûr. Merci d'y avoir même pensé. Nous avons raccroché. J'ai tout raconté à Garrett. Il s'est assis sur les marches du porche. Fiona l'a invité, apparemment sans nous le dire. Elle voulait probablement attendre qu'on arrive. Qu'en penses-tu? Je pense que ce n'est pas à moi de décider. C'est à toi et à Fiona. Il est resté silencieux un long moment. Rappelle-la. Dis-lui oui. Mais avec des règles de base. Pas de cadeau de plus de $20. Pas de temps seul avec les enfants. Pas de discussion sur le passé, sauf sur invitation. Un faux pas et elle part. Tu es sûr? Non. Mais la vie est trop courte pour garder des rancunes éternellement. Ça ne veut pas dire que je lui fais confiance. Ça ne veut pas dire qu'on est à nouveau une famille. Ça veut juste dire que je suis prêt à voir si elle a vraiment changé. J'ai rappelé Delilah, lui ai donné les règles. Elle a accepté immédiatement, m'a remercié, a raccroché avant que je puisse dire autre chose. C'était bizarre, ai-je dit à Garrett. Tout ce qui concerne notre famille est bizarre. C'est vrai. La fête d'anniversaire d'Aurora était un chaos. Des enfants de 7 ans, du sucre et un château gonflable. Fiona avait l'air fatiguée mais heureuse. Trevor était au grill. Roger jouait avec River. Tout était normal. Puis Delilah est arrivée. Cheveux plus courts, vêtements plus simples, portant un petit paquet cadeau.
Elle se tenait dans l'allée, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'entrer. Fiona l'a vue, s'est approchée. Elles ont parlé tranquillement. Puis Fiona l'a serré dans ses bras. Bref, prudent, mais un câlin. Delilah a pleuré. Des larmes silencieuses. Pas joué. Vrai. Elle est restée exactement 2 heures. A parlé brièvement à Aurora. Lui a donné le cadeau. Un livre. 15 $, selon l'étiquette de prix qu'elle avait laissée. Probablement exprès, pour montrer qu'elle avait suivi les règles. Elle a parlé à Garrett pendant 10 minutes, à moi pendant 5, à Roger pendant 20. Puis elle a dit au revoir à Fiona et est partie avant le gâteau. Comment c'était? A demandé Trevor, enlaçant sa femme. Surréaliste, mais ça va. Elle a suivi les règles. Elle viendra à la fête de River? On verra. Une étape à la fois. Ce soir-là, après que les enfants soient au lit et que les adultes aient bu du vin, Fiona et moi avons parlé sur le porche. Je n'aurais jamais pensé l'inviter, a-t-elle admis. Même il y a un an, j'aurais dit non, absolument pas. Qu'est-ce qui a changé? Aurora a posé des questions sur elle. Elle a trouvé une vieille photo de toute la famille. A demandé pourquoi grand-mère Delilah n'était sur aucune photo récente. Fiona a siroté son vin. J'ai essayé d'expliquer en termes d'enfant, mais Aurora continuait de demander, de vouloir savoir, et j'ai réalisé que je la faisais payer pour les crimes de Delilah. Ne pas voir sa grand-mère à cause de choses qui se sont passées avant sa naissance. C'est généreux. C'est épuisant, a-t-elle corrigé. Mais c'est le bon type d'épuisement. Celui qui vient du fait d'essayer, de donner aux gens, même ceux qui vous ont blessé, une chance de faire mieux. Tu penses qu'elle a fait mieux? Je pense qu'elle essaie. C'est tout ce que je peux demander pour le moment. Nous sommes restées assises dans un silence confortable. Écoutant les bruits de Portland, les bruits de la ville, les bruits de la vie. Garrett m'a dit quelque chose hier, ai-je dit. Il a dit que les rancunes sont lourdes et qu'il est fatigué de les porter. Homme intelligent, ton mari. Il a ses moments. Trevor et moi pensons à en avoir un 3e. Vraiment? Vraiment. On se dit que si on peut gérer un drame familial recomposé, on peut gérer 3 enfants. Cette logique semble erronée. Probablement. Mais on le fait quand même. J'ai ri. Fiona s'est jointe à moi. Nous sommes restées assises là. 2 femmes qui avaient survécu au dysfonctionnement familial et construit quelque chose de mieux. Pas parfait, mais meilleur. Et que tout cela suffisait. Scène finale. Aujourd'hui. 15 ans après ce premier désastre de la Saint-Valentin. Garrett et moi étions chez Jep. Évidemment, où serions-nous d'autres? Le fils du propriétaire gérait le restaurant maintenant. Jep avait pris sa retraite, mais il passait toujours le jour de la Saint-Valentin. Tradition. Ah, le jeune couple, maintenant vieux comme moi. Il a ri de sa propre blague. Toujours la même blague, ai-je dit. Toujours drôle. Il a fait un clin d'œil. Votre table est prête. Le coin, comme toujours. Nous nous sommes assis. Avons commandé. Le téléphone de Garrett était sur la table, face vers le haut, silencieux, comme il l'avait été pendant des années. Pas d'appel, pas de texto, pas d'urgence, juste nous. 15 ans de dîner de la Saint-Valentin. 15 ans à se choisir l'un l'autre. 15 ans de limites qui rendaient l'amour possible. Tu te souviens de la première année? A demandé Garrett. Le garage. Difficile d'oublier. J'étais tellement en colère contre toi d'être suspicieux. Et j'avais raison. Tu avais raison surtout. Il a pris ma main. Merci. Pourquoi? De ne pas être parti quand ça aurait été plus facile. Quand la plupart des gens l'auraient fait. Tu en vaux la peine. Nous en valons la peine, a-t-il corrigé. Ce que nous avons construit. Le fils de Jep a apporté les entrées, de la bruschetta fraîche comme son père la faisait. À Jep, a levé Garrett son verre, aux limites et aux Saint-Valentin ennuyeuses.
Ô Saint-Valentin ennuyeuse, ai-je acquiescé. Puissions-nous en avoir 50 de plus? 50 de plus, a-t-il répété. Nous avons trinqué, mangé, parlé, ri, fait des projets pour demain, la semaine prochaine et l'année prochaine. Le téléphone de Gareth est resté silencieux. Pas de drame, pas de catastrophe, pas de désastre de dernière minute. Juste nous, ensemble, construisant notre vie, une Saint-Valentin ennuyeuse et belle à la fois. Et que tout cela était plus que suffisant. C'était tout.